Chers amis, bonjour. En temps réel, je vais vous faire une vidéo concernant un problème ou quelque chose que tout le monde doit absolument savoir et ne pas tomber dans ce piège. Quand on vous fait des examens à l'hôpital ou à la clinique ou n'importe où, n'allez pas titiller les comptes rendus, n'allez pas lire. C'est une catastrophe. Vous êtes des profanes. Vous n'avez pas fait d'études de médecine, ni d'anatomie, ni de physiologie. Alors vous allez lire et vous allez voir des termes et vous allez vous prendre la tête et vous allez créer la confusion dans votre esprit et dans les esprits des autres. C'est une catastrophe quand les gens commencent à lire des comptes rendus. Je suis horrifié et j'interdis à tout patient qui a des examens sophistiqués d'aller lire les détails. À la rigueur, vous pouvez lire la conclusion. Ou le pire, mais qu'est-ce que vous avez à foutre à faire des tas d'examens qu'on vous fait? Ce qui compte à la fin, c'est que que vous soyez en bonne santé, que les douleurs disparaissent et que vos symptômes disparaissent. Cette patiente était essoufflée. C'est l'histoire d'essoufflement dans une période de Covid, là, vers fin avril. Elle a eu beaucoup de collègues qui ont eu le virus, machin, et du coup, elle se sentait essoufflée. Alors, elle est allée à l'occasion voir le pneumologue, il lui a fait tous les examens qui étaient normaux, et on lui a demandé l'examen qui indique l'embolie pulmonaire. Mais en fait, c'est un examen qui est très délicat, qu'il faut répéter. Alors que tous les autres examens biologiques étaient normaux, seul un examen, ça peut s'agir d'une erreur de laboratoire. Donc, cette augmentation de produits, de la dégradation d'un embole dans les poumons est montée, semble-t-il, un peu dans le sang. Alors, tout de suite, on déclenche le plan hors sec, soins intensifs, cardiologie, on lui fait les examens, les prises de sang, les angioscanners, et à la fin, on dit, madame, votre problème, on ne sait pas pourquoi vous êtes essoufflée. En tous les cas, c'est sûr que ce n'est pas le cœur. Ah oui, mais elle a lu que dans le compte rendu, il y a une artère bouchée. Alors là, je me suis mis en colère. Dans le compte rendu, ce n'est nullement écrit que l'artère est bouchée. Et les collègues cardiologues ne disent jamais qu'il y a une artère bouchée. On vous a dit qu'il y a une artère bouchée ou un peu, ou modérée? On m'a dit qu'il y en avait une qui était bouchée, oui. Petite. Voilà, c'est ça. Alors, vous voyez, une artère bouchée, une petite. Mais est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Non, ils n'ont pas opéré, ils n'ont pas mis un ressort. Ils ont dit qu'il y a une artère qui est bouchée, mais ils n'expliquent pas les symptômes. Et en fait, ils ne vous ont pas dit bouchée. Normalement, quand un cardiologue dit à un patient qu'il y a une artère bouchée, il lui dit le pourcentage. Il lui dit si c'est bouché à 100% ou à 50% ou un peu bouché ou un tout petit peu. Voilà. Donc, elle a mal compris la patiente. Elle a compris le mot bouché, mais elle n'a pas compris le pourcentage. La preuve, c'est qu'on ne lui a pas mis un stent, on ne l'a pas opéré, on ne lui a pas donné un médicament pour cela. Ça, c'est l'objectif de cette vidéo. Si jamais je vois un patient qui vient me tétiller le compte-rendu, surtout avant le compte-rendu, il y a le descriptif, c'est-à-dire que le docteur qui fait l'examen, il dit oui, j'ai trouvé un aorte qui mesure tant, j'ai trouvé une cavité qui mesure tant, et à la fin, il met la conclusion. Mais qu'est-ce qu'ils font les patients? Ils vont lire l'analyse descriptive de l'image, mais ils ne lisent pas la conclusion. En fait, la conclusion chez cette patiente, elle est très simple. On dit bien, vous voyez, il a deux pages de descriptif. Et à la conclusion, je ferme la conclusion, voilà, c'est anonyme. C'est anonyme. On dit bien que le réseau coronaire droit, c'est lui qui est dominant, c'est lui qui irrigue le cœur. Mais ils disent rien que c'est bouché ou non. Ils disent infiltration de l'athéromatose, de l'athérosclérose. Madame a la soixantaine et c'est normal que les artères, ils ont aussi 60 ans. Ils sont un peu infiltrés. Mais nulle part dans le compte-rendu, c'est écrit bouché. C'est écrit sténose subocclusive. Allez-y, expliquez ça aux profanes, à vous, chers amis, ce que c'est une sténose subocclusive. De l'artère bissectrice. Il faut déjà connaître l'anatomie pour savoir où se trouve cette artère. En fait, c'est une branche vraiment minime qui n'a pas d'importance sur un bord latéral du cœur. Et c'est bien dit de faible calibre
est très peu étendue. Ça veut dire que c'est une petite artère de rien du tout. C'est sûr que si on fait des imageries à 100 personnes, l'anatomie est toujours, il y a toujours des petites choses, mais on n'est pas parfait. On a toujours une jambe un peu plus droite que l'autre, une dent plus grande, machin. On n'est jamais parfait. Un œil plus grand que l'autre. Regardez le monde entier, vous voyez bien qu'on a une asymétrie. Il y a toujours une asymétrie. Alors, allez en faire une histoire d'artère bouchée. Alors, moi, je me suis mis en colère. Je dis, madame, il ne faut pas prononcer le mot bouché parce qu'elle va créer la confusion dans son esprit. Ça y est, j'ai une artère bouchée. Ça y est, je vais mourir. Ça y est, je vais faire une crise cardiaque. Et si jamais elle est en vacances et qu'elle a un petit malaise et qu'elle atterrit dans un hôpital, elle va dire oui, on m'a fait des examens et j'ai une artère bouchée. Alors rien du tout. Vous n'avez pas d'artère bouchée. C'est une artère qui est légèrement infiltrée. Il est subocclusif. Ça veut dire il n'est pas occlusif, c'est bouché, mais il n'est pas bouché, il est moins. Vous voyez, il n'est pas. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez cela? Alors ça, c'est quelque chose qui se répète tout le temps dans les consultations. Les gens viennent avec leur IRM, machin, et ils ont lu les descriptifs, mais pas lu la conclusion. Et après tout, ce qui compte dans tous ces examens, mais l'être humain est un être intellectuel. Il veut titiller un peu tous les examens, les analyses, mais soyez pragmatique, soyez pratique, faites ce qui est utile pour vous. Le symptôme majeur, c'était quoi? C'était un peu essoufflé. Or, on n'a rien fait pour cela. Il n'y avait pas de cause, on ne trouvait pas. Or, la cause est simple, c'est très simple. C'est que cette patiente a au moins 10 kilos en trop. Elle est anxieuse, elle ne respire pas très bien. Est-ce que vous faites du sport? Quoi? Je fais de l'aquagym, de la barre au sol. Et quand vous faites l'aquagym et le barre au sol, est-ce que vous êtes essoufflé? Comment est votre respiration? Elle est normale. Elle est normale. Mais alors, comment se fait-il que vous vous sentez essoufflé alors que vous ne faisiez pas de sport? Si vous étiez assise comme ça ou vous étiez... Non, quand je monte quelques marches en ce moment. Et alors que, et là, est-ce que vous avez refait l'aquagym actuellement? Non. Depuis, vous n'avez pas fait. D'accord. Je vous l'avais dit, chers amis, que le problème de l'essoufflement chez l'être humain, il faut vraiment être un bon cardiologue pour le détecter. Seul un cardiologue qui a de l'expérience, qui a compris sa cardiologie, je m'excuse, hein, mais j'ai rarement vu un cardiologue ou des médecins ou des pneumologues qui disent que l'hypertension peut donner de l'essoufflement. C'est très peu mentionné dans les livres. Il suffit pour cela, si quelqu'un vous dit qu'il est essoufflé, de lui faire un petit pédalage et voir ses paramètres, voir comment il s'adapte à l'effort. Et ainsi, vous pouvez déterminer et faire de bons diagnostics, déterminer les causes. L'essoufflement peut venir de beaucoup de choses. Il y a les causes cardiovasculaires, il y a le cœur lui-même, et puis il y a les artères. Ce qu'on appelle en cardiologie pour les internes de médecine, la précharge et la post-charge. C'est que le cœur est comme un ressort. Quand le ressort se tend, il y a la précharge, vous lâchez le ressort, c'est la post-charge. Donc ce mécanisme est très peu compris, même par des médecins et des internes en médecine. Il y a aussi le problème de poumon, la pollution. Et surtout l'embonpoint. Je vous avais fait des vidéos sur le reflux. Le reflux donne de l'essoufflement. Mais aller faire rentrer cette idée dans la tête de certains médecins, c'est pas possible. Hein. Or, je pense que cette patiente a un reflux. Elle a les kilos et sa tension monte parce qu'elle a déjà 2 médicaments pour la tension. 2 médicaments. Ok. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Je vais lui faire un petit pédalage sur un vélo et voir comment elle évolue sous traitement. Ce qui est rassurant, qu'elle n'a pas eu le Covid puisque les examens sont négatifs, mais on connaît la variabilité, on connaît que ce diagnostic n'est pas fiable, mais je pense que ce qu'elle décrit, ça peut être un épisode viral puisqu'elle a eu de la fièvre et tout ça s'est passé inaperçu. Bien, je vous dirai la suite.
Allez, on respire. Alors, vous voyez, chers amis, la patiente, au bout de... En 3 minutes, là, vous voyez le temps? En 3 minutes, eh bien, sa tension a grimpé à presque 18 et surtout, la fréquence cardiaque a atteint le 147. Alors, en fait, son électrocardiogramme, elle a ce qu'on appelle mauvaise adaptation à l'effort. Vous voyez, ça veut dire en 4 minutes, elle monte à 150 de fréquence. Tout cela par manque d'entraînement. Sinon, on sera obligé de lui donner des bêta-bloquants. Bon, allez, on va arrêter. Je prends une tension et puis on arrête. Allez-y, continuez un peu. Est-ce que vous êtes essoufflé là? Non, elle n'est pas essoufflée, pas autant. Allez, il prend sa tension. Je pense qu'il doit avoir de la tension là. 156 de fréquence cardiaque, c'est beaucoup, hein? Et là, voilà, il est à 18-10. Il y a quand même une tendance. C'est surtout la fréquence cardiaque. Nous allons voir la récupération maintenant. Vous voyez, la fréquence cardiaque ne descend pas rapidement, hein? Bon, arrêtez de pédaler pour voir. Pensez surtout à votre respiration. Voilà. Comment vous sentez-vous là? Le sentiment de manquer d'air. Ouais. Attendez, voilà. Voilà, la tension commence à baisser, la fréquence commence à baisser. En fait, mon diagnostic, c'est un manque d'entraînement. Il faut faire ça, il faut faire cet exercice, pas pendant 6 minutes, mais pendant au moins une demi-heure, matin et soir. Matin et soir, vous faites ça pendant au moins 8 semaines et on fait un contrôle. Le sport, l'exercice comme médicament, c'est le meilleur médicament, chers amis. Voici notre conclusion. Vous voyez, sa fréquence cardiaque est encore haute. Allez, une dernière tension, puis on arrête. Voilà, vous avez vu les diagnostics? C'est que votre cœur a grimpé, la fréquence a grimpé à 150. Une voiture, on ne peut pas monter une côte à 5e vitesse. Quand on monte une côte en voiture, on se met en quelle vitesse? 2 maximum. N'est-ce pas? On met pas en 5e vitesse, on ne se met pas à 150 pour grimper une côte. Mais c'est ça le drame, je l'ai tellement répété dans mes vidéos. Voilà les diagnostics exacts, scientifiques, sans tétiller les examens, les radios, les scanners, l'angioscanner, les dédimères. Il faut pas trop tétiller, il faut être pragmatique et pratique. Là, vous respirez normalement, là, ça va? Pas encore. Pas encore. Voilà, vos paramètres commencent à se normaliser. Certes, on voit effectivement que vous faites du sport parce que la récupération, elle est très bien, la récupération, là, vous voyez. Voilà. Ah, j'aurais dû arrêter ça. La charge a monté. Voilà. Conclusion, vous avez vu, chers amis, qu'il y a ce qu'on appelle une désadaptation à l'effort. C'est-à-dire, pour faire un effort, il faut que la fréquence et la tension artérielle montent d'une façon
Convenable, voilà. Maintenant, comment on peut expliquer d'une autre façon l'essoufflement comme ça, alors que tous les examens sont normaux, à votre avis? Eh bien, la patiente est hypersensible comme moi, parce que je dois vous dire quelque chose, chers amis. Courant mars, moi aussi j'ai eu ça. Moi aussi, je montais à peine une côte et j'étais essoufflé. Tous les examens étaient normaux. Mais en fait, la patiente me l'a confirmé. On a capté cette angoisse collective, de l'inconscient collectif. N'oubliez pas que, en cas des examens normaux, et une fois que vous avez éliminé une montée rapide de la fréquence et de la tension artérielle, une fois que tout ceci est éliminé, il reste l'angoisse, donne de l'essoufflement. On appelle ça aussi le syndrome d'hyperventilation. Et je rappelle, tout est lié. L'angoisse, l'anxiété bloque le diaphragme, ça crée un reflux gastrique, tout est lié en fait. À méditer. En rédigeant l'ordonnance, je pense à une chose, comme vous avez vu, chers amis, que la fréquence cardiaque joue un rôle. C'est-à-dire que tu ne peux pas monter une côte en 5e vitesse. Tu ne peux pas monter une côte alors que le cœur bat à 150. Chez cette patiente, en plus, il y a un autre problème qui joue, c'est la glande thyroïde. Elle prend des hormones pour compenser l'hypothyroïdie. Et donc, n'oublions pas que la glande thyroïde, avec les hormones, accélère le cœur. Donc, il faut vérifier si les doses actuelles sont convenables ou non, en fonction des contrôles de la TSH. Est-ce que c'est le cas? Oui. Ils sont bien contrôlés? Oui. Le TSH, il est à combien? 2 ou 1? Oui, d'accord. Amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte. Car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.